Vendredi 18 avril, voici le menu de l'Intelligent Club. Report du congrès du RHDP, les véritables enjeux. Présidentiel d'octobre 2025, que peut faire l'ONU pour un scrutin apaisé et inclusif en Côte d'Ivoire. Damana Picasse, Bomba Yacouba, les démons de 2010, toujours présents. Enfin, Guillaume Soro au Ghana, une diplomatie payante. Soro Djabiga, Jean-Richard Nguesson, c'est le top départ dans quelques instants. Faite par un cadre du RHDP à Jeune Afrique, la décision de reporter le congrès électif du parti de mai à juin 2025 se justifie par un besoin de recalibrer l'organisation de l'événement. Quelle est votre lecture de cette décision qui fait grand bruit depuis quelques jours? Vous savez, le report du congrès du RHDP prévu initialement pour le 18, les 17 et 18 mai 2025 cache bien plus qu'un réaménagement de calendrier. Je vois plutôt un mouvement stratégique. Le RHDP cherche à gagner du temps pour régler ces soucis de tensions internes entre les différents cadres. Parce qu'il faut dire que depuis un moment, il y a des tensions, il y a des clivages qui existent au sein du parti. Il y a une question essentielle, fondamentale, qui divise certains cadres du parti. Laquelle? C'est la désignation du successeur du président Alassane Ouattara, de son dauphin. Et les pontes du parti, les caciques du parti ne s'entendent pas sur cette question-là. Mais officiellement, toutes les instances du parti ont plaidé pour que le président Ouattara soit candidat à sa propre succession. Oui, cela peut induire quelque chose. Peut-être que dans le fond, le président Alassane Ouattara ne veut plus être candidat à sa propre succession et qu'il cherche à positionner un dauphin. Quoi qu'on dise, l'an dernier, vers le mois d'octobre, il y a eu une rencontre à l'Hôtel Ivoire où le président Alassane Ouattara a rassemblé tous les grands cadres du parti pour leur lancer un message de paix et de cohésion et d'unité. Donc, tout cela veut dire qu'effectivement, au sein du RHDP aujourd'hui, il y a une question qui divise, c'est la question de la succession. Mais peut-être qu'il faut rappeler que lors de la réception, de la présentation des vœux avec le corps diplomatique en janvier dernier, le chef de l'État a clairement indiqué qu'il se sent pleinement en forme pour continuer à servir son pays, ce qui sous-entend qu'il peut aller peut-être, pourquoi pas, enfin, d'après les interprétations, comme on fait bon nombre d'observateurs, pour un autre mandat. Oui, vous savez, il faut tenir compte du contexte. Hein. Il était avec le corps diplomatique et en diplomatie, on ne parle pas directement, on n'exprime pas directement ce qu'on veut dire. On tient toujours des propos ambivalents qui souvent induisent à beaucoup d'éventualités. L'autre analyse que je voulais faire aussi de ce report-là, c'est que le RHDP cherche à gagner du temps en retardant le moment de dévoiler ses cartes afin de maîtriser le calendrier électoral et prendre de l'avance sur ses adversaires, notamment ceux du PPACI et du PDCI. Parce que je le dis souvent, celui qui arrive à imposer son calendrier prend une avance psychologique. Ce report cadre aussi avec la venue du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Du coup, les rumeurs vont bon train et de chaque côté des chapelles, chacun interprète en faveur de son intérêt. D'autres disent que c'est lié à cela et parce que le message du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU n'a pas été favorable au président Alassane Ouattara qui a voulu se donner du temps et l'un dans l'autre, ça crée beaucoup de spéculations en tout cas. Ce n'est qu'aujourd'hui que ce dernier a rencontré le président ivoirien. Jean-Richard Nguesson, vous avez entendu l'analyse qu'en fait Soro Djabiga. Vous, quel est votre point de vue sur cette décision de report qui, pour beaucoup, a semblé inattendue? Moi, je pense que nous sommes à 6 mois des élections et de part et d'autre, on peaufine la stratégie. Dans la stratégie du PDCI, il y a de cela quelques semaines, le parti, bien évidemment, évoquait une convention le plus tardivement possible, mais au regard de l'actualité politique, au regard des procédures judiciaires à l'encontre de Tidjane Thiam, le parti a jugé utile d'organiser précipitamment, entre griffes, sa convention, qui a d'ailleurs plébiscité Tidjane Thiam. Le parti au pouvoir estime dans sa stratégie qu'il est un peu tôt pour indiquer qui est le candidat du parti. C'est vrai que plusieurs cadres... Pourquoi? Quand on sait que déjà le PDCI a dévoilé ses cartes au PPACI, il n'y a plus aucun suspense. Or, ce sont les trois grosses
formation politique sur l'échiquier ivoirien. Vous savez, il y a de la stratégie de part et d'autre. Et quoi qu'on dise, le RHDP reste un parti fort, comme j'aime à le dire. C'est un parti qui peaufine sa stratégie, qui essaie plus ou moins de recruter chez l'adversaire. On se rappelle le 19 mars dernier avec l'arrivée de Tefou, on se rappelle de l'arrivée de Jean-Yves Esso, de Anojo, le deuxième adjoint au maire de Port-Boué, ou encore de Youssouf Balogun. C'est un parti qui recrute. Au-delà de cet aspect, c'est un parti qui a un ancrage national. On se rappelle qu'aux dernières élections municipales, le RHDP, c'est plus de 130 communes. Donc c'est un parti qui a de la présence. Mais au-delà de ça, la candidature d'Alassane Ouattara est appelée par bon nombre de cadres au niveau du parti. Mais Alassane Ouattara a dit, comme vous l'avez indiqué tantôt, qu'il est plus ou moins en bon état, il est en bonne santé pour assurer la continuité. Qui foisonne autour de sa capacité à assumer un quatrième quinquennat. Vous savez, Alassane Ouattara a un bilan qui parle pour lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde du côté du PDCI, il y a un candidat fort à la personne de Tidjane Thiam. Lorsqu'on regarde du côté du PPACI, il y a une volonté du président Laurent Gbagbo de se présenter à nouveau. De part et d'autre, on peaufine la stratégie. Et le RHDP, dans sa stratégie, peut juger utile qu'il est plus ou moins tôt pour dévoiler ses cartes. Donc, elle attend pour véritablement avoir une visibilité, une lisibilité de la scène politique afin d'afficher assez clairement le candidat qui serait apte pour ce parti à gagner les prochaines élections. L'actualité ivoirienne, vous le savez, est très suivie au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Et depuis Bamako, Adama Coulibaly, un confrère malien, nous partage son analyse sur cette décision de report du congrès électif du RHDP. Bon, moi, ce que je peux dire, en fait, c'est que Alassane, lui-même, il est conscient qu'un mandat de plus sera un mandat de trop. Et ça menace un peu la stabilité et la paix et la tranquillité qu'il y a aujourd'hui au niveau d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Et en plus de ça, Alassane sait qu'il a fait des efforts pour reconstruire en quelque sorte la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il ne va pas prendre le risque de remettre en question tout ce que lui-même il a réalisé en termes d'infrastructures, en termes de paix, de cohésion sociale et en termes de solidarité, tout ce qui va avec pour faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, en fait, je crois qu'il est en train de réfléchir sur le pour et le contre de la nécessité de se représenter encore à la présidentielle prochaine. Donc, moi, je pense que peut-être ça peut aussi être expliqué par une pression internationale, mais pas forcément de la France. Ça peut venir aussi des États-Unis, ça peut venir d'autres partenaires de la Côte d'Ivoire. Et Alassane lui-même, il sait que c'est très important pour lui de préserver la paix et la stabilité qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Soro, quelle lecture est-ce que vous faites des commentaires de notre confrère Adama Coulibaly? Le confrère, depuis le Mali, a dit que ce report peut aussi s'expliquer par des pressions internationales. C'est plausible quand on connaît aujourd'hui les rapports du candidat Tidjane Thiam vis-à-vis avec la France, avec la communauté internationale, avec les grandes organisations financières dans le monde entier. On peut comprendre qu'aujourd'hui, l'international a fait apporter son choix sur Tidjane Thiam, donc ils essaient éventuellement d'exercer des pressions sur le président Alassane Ouattara qui a peut-être des velléités d'un quatrième mandat. Donc il essaie plutôt de retarder sa candidature afin de voir une certaine lisibilité sur le paysage politique et voir un peu ce que l'avenir pourrait donner pour considérer ces décisions ou les reconsidérer. Donc, Jean-Richard, des pressions depuis l'étranger? Je dirais oui et non. Non, parce que le président Alassane Ouattara aussi, c'est quelqu'un qui connaît l'international. On sait plus ou moins ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on connaît son carnet d'adresse, on connaît son leadership international. Moi, je ne pense... Parmi tous les adversaires qu'il a rencontrés jusqu'à présent, on ne peut pas le nier, Tidjane Thiam a quand même un profil, un entre-gens très élargi et très fourni. Mais au-delà de l'aspect ou du regard qu'on pourrait avoir sur l'international, moi je préfère me focaliser sur le national. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde de près le RHDP, elle couvre entièrement le territoire et elle a aussi bien des cadres au sud
qu'au nord, à l'est comme à l'ouest. Lorsque vous regardez au sud, on a un Begré Mambé qui est assez fort dans sa région, on a un Patrick Hachi. Contesté comment? Je comprends. Pas forcément contesté. Begré Mambé, il est député maire de sa localité. Lorsqu'on prend Patrick, lorsqu'on veut vraiment l'unanimité, il y a aussi cet aspect qu'il faut relever. Hein. On ne fera jamais l'unanimité, quoi qu'on dise. Mais n'empêche, politique. Mais permettez qu'il finisse. Okay. N'empêche qu'aujourd'hui, ce que je veux relever, c'est que le RHDP a une forte présence. J'ai cité Mambé, on pourrait citer Patrick Hachi, on pourrait citer le ministre Adjoumani. Au niveau de la région de Lamé, donc c'est le président du conseil régional. On pourrait citer Adjoumani. On pourrait citer Mabré Touakeuse à l'ouest. C'est un parti qui aujourd'hui, quoi qu'on dise, a des cadres qui peuvent valablement défendre le parti. C'est vrai qu'Alassane Ouattara est le fer de lance de ce parti politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la puissance du RHDP, puissance non seulement politique, puissance financière, ce parti a les moyens, je pense, même sans Alassane Ouattara, comme candidat au soir d'octobre 2025, d'être toujours aussi bien positionné au niveau de la Côte d'Ivoire. Soro Djabiga, on a récemment entendu, pour rebondir sur la thèse que vous évoquiez tout à l'heure, que vous souteniez, celle de pression depuis l'étranger, il y a un article des confrères de Afrique Intelligence qui soulignait très récemment qu'il y aurait des tractations menées par les anciens présidents français et sénégalais Nicolas Sarkozy et Macky Sall pour tenter de dissuader le président Ouattara de rempiler pour un autre mandat. Si cela était confirmé, est-ce que cela n'aurait pas un lien avec la décision assez subite de reporter le scrutin de mai? C'est ce que j'ai appelé le congrès, pardon. C'est ce que j'ai appelé les pressions internationales, sans les évoquer directement. Et on a vu effectivement l'article qui évoquait des tractations induites par l'ex-président français et qui ont été menées également par l'ex-président sénégalais Macky Sall, qui a rencontré le président Alassane Ouattara pour pouvoir discuter avec lui en vue de le convaincre de ne pas briguer un 4e mandat. Et tout cela définit peut-être la position de la France en faveur de Tidjane Thiam. Ces derniers mois, on a pu voir les différents passages de Tidjane Thiam sur les grands plateaux français. Ça pourrait définir aussi leur position vis-à-vis de Tidjane Thiam. Peut-être qu'ils ont validé la candidature de Tidjane Thiam. Voilà pourquoi ils mettent leurs différents projecteurs. Il n'est pas soutenu par... Est-ce à l'international de valider ou pas une candidature ou une présidence? Malheureusement, le paysage politique, le paysage démocratique de la Côte d'Ivoire est lié jusqu'à présent à la France. La France a un mot à dire sur les élections en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que certains leaders... C'est vraiment... Oui, mais c'est la réalité. On a vu cela. Nous avons vu cela en 2010. On a vu le dénouement de la crise post-électorale en 2010. C'était sous mandat onusier que le président Sarkozy avait agi. Nous avons vu des avions français pêchés. Ce que je dis est factuel, il est réel. On a vu des avions. Vous pouvez me laisser terminer? Nous avons vu des avions français pêchés en l'air qui bombardaient la maison du président de la République. Est-ce que ces avions ont bombardé ou pas la résidence de Laurent Gbagbo? Encore, je rappelle, c'était sous mandat. Ce que je dis est réel. Donc, aujourd'hui, la France a son mot à dire. La France a cette attitude-là, paternaliste, de vouloir interférer chaque fois dans les problèmes intérieurs des États. Et ça se fait avec la Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le panafricanisme commence à gagner du terrain en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a cette classe politicienne qui veut rompre avec cette tradition, cette habitude-là. Moi, je me dis que de part et d'autre, ou à l'international, on appelle très souvent à des élections ouvertes, transparentes et inclusives en Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est dans cette optique que le président, l'ex-président français ou encore le président Macky Sall essaierait plus ou moins d'interpeller la Côte d'Ivoire sur des... En autarcie, tous les pays du monde sont concernés par ce qui se passe ici. Est-ce que là, on peut parler d'ingérence, comme tente de le faire ressortir Soro Djabiga? Parce que, justement, quand il y a un problème dans un pays quelconque, il est tout à fait normal que les partenaires internationaux s'en mêlent pour tenter de juguler les tensions. Parce que s'il y a tension en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que les Ivoiriens qui en pâtissent, il y a plusieurs pays dont les investissements sont factuels ici qui vont en subir les contre-coups. Vous savez, l'Afrique de l'Ouest est fragilisée depuis quelques années par le terrorisme. Et heureusement, les élections présidentielles au Ghana se sont très bien passées, de même qu'au Libéria, au Sénégal. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui, vous le savez très bien, connaît chaque fois qu'il y a des élections une crise post-électorale. Moi, je me dis que c'est pour prévenir une éventuelle crise
électorale que ces différents dirigeants internationaux essaient plus ou moins de parler au président de la République afin que les élections soient ouvertes, transparentes et inclusives. Mais dit que ces différents dirigeants essaient de faire pression ou imposer quelqu'un à la Côte d'Ivoire, là, moi, je ne crois vraiment pas. Alors là, une grosse question, certainement tout le monde se la pose, c'est vrai qu'elle relève quelque peu de l'utopie, enfin chacun s'en fera sa propre idée. Est-ce qu'il peut avoir un suspense, Soro Djabiga? Jusqu'à présent, tout le monde sait que le RHDP, dans son ensemble, souhaite que ce soit Alassane Ouattara qui défende ses couleurs en octobre 2025. Mais au-delà de ce fait-là, est-ce que, vous l'évoquiez en début d'émission, il ne pourrait pas avoir des tractations ou bien peut-être un scénario qu'on serait en train de dessiner, on n'est pas dans le secret des dieux, mais on ne fait que spéculer, hein, sur l'éventualité d'un plan B au cas où le président serait amené à se désister? Oui, je dirais oui et non, parce que je le dis souvent, le président Alassane Ouattara est quelqu'un qui est insondable. On n'arrive pas à prédire ses agissements et ses prises de décision. En même temps, on peut parler de suspense aussi parce que il a eu des décisions, il a eu à prendre la parole en public et faire des déclarations qui poussent à croire qu'il veut se présenter. On a évoqué sa déclaration devant le corps diplomatique où il a dit qu'il avait encore la force de briguer un 4e mandat. En temps, quelques années en arrière, il a dit qu'il était fatigué, qu'il ne voulait plus briguer un 4e mandat. Et il a cette force-là de pouvoir faire diversion autour de ses décisions et ça lui permet toujours de prendre l'avance, hein, ça contribue à renforcer sa longueur d'avance sur toutes les autres formations politiques qui travaillent à vouloir le rejoindre ou à vouloir le concurrencer. Vous savez, pour aborder dans le même sens, en Côte d'Ivoire, il y a certains politiques qui ont été traités de stratèges. Mais pour aborder dans le même sens que Soro, Alassane Ouattara montre, depuis qu'il a la tête de la Côte d'Ivoire, que c'est un fin stratège politique. Il s'exprime très peu, mais on observe, on regarde, et par moments, on est bluffé par son génie politique, quoi qu'on dise. Qui aurait pu penser qu'au sorti des élections de 2020, que Alassane Ouattara aurait ouvert ses portes à certaines personnes? Mais il a osé le faire. Qui aurait pu penser... Est-ce que ça ne s'imposait pas à lui? Marcela Montano, par exemple. Marcela Montano... Est-ce que c'est à Marcela Montano que tu pensais? Forcément. Mais on a vu des génies politiques entre griffes qui ont eu du mal à se remettre à nouveau avec des ex-amis. Exemple? Je ne citerai pas de nom, mais je pense que vous lirez entre les lignes. Mais le président Alassane Ouattara a eu le mérite de le faire. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, le RHDP aujourd'hui est un parti qui s'impose, qui a cette force. Et je pense que le président Alassane Ouattara, peut-être qu'il pense non seulement y aller, mais peut-être qu'il pense à un dauphin. Mais attendons de voir. L'homme a toujours proposé... il est toujours par moments dans la surprise. Donc, on ne serait pas surpris de voir que quelqu'un puisse être proposé en lieu et place d'Alassane Ouattara. Depuis quelques jours, en fait, actuellement, on a le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Leandro Simao, qui séjourne à Abidjan, au bord de la lagune du Brié. Et il a rencontré cet après-midi, hier, le président ivoirien Alassane Ouattara. Il a échangé aujourd'hui avec l'opposition ivoirienne. Soro Djabiga, est-ce que l'ONU a un rôle à jouer dans l'apaisement du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire? Vous savez, alors que la Côte d'Ivoire se dirige résolument vers l'élection présidentielle d'octobre 2025, les acteurs nationaux et internationaux s'interrogent sur les garanties d'une élection inclusive, transparente et démocratique en Côte d'Ivoire. Et l'arrivée du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire confère à ces préoccupations des dimensions techniques et diplomatiques. Effectivement, l'ONU pourra jouer un grand rôle dans ce climat que nous traversons en ce moment en favorisant le dialogue politique entre les différentes parties, en apportant aussi la supervision du processus électoral. Vous comprenez, et en apportant aussi son expertise, parce que l'ONU a supervisé plusieurs élections en Afrique et notamment dans le monde entier.
L'ONU aussi, même si en Côte d'Ivoire, l'ONU pourrait également aborder avec les partis politiques de l'opposition et l'appareil de la CEI les questions épineuses de la révision de la liste électorale, de l'audit de la liste électorale et de la réforme de l'organisation de la CEI, je veux dire. Donc, effectivement, l'ONU a un rôle clé à jouer en Côte d'Ivoire pendant ce processus électoral-là. Jean-Richard Nguessan, Léandro Simao, qui est envoyé par les Nations Unies pour tenter certainement ou visiblement une médiation pour apaiser le climat électoral en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que cela peut porter des fruits? Ah oui, je pense. Parce que voilà ce qu'il a dit à la sortie de l'audience avec le président Alassane Ouattara. Les élections sont toujours un moment spécial dans n'importe quel pays. Il dit, et la Côte d'Ivoire est un bon chemin pour préparer des élections paisibles. Les Nations Unies souhaitent que la Côte d'Ivoire continue à inspirer d'autres pays pour la tenue d'élections paisibles qui donnent aux populations l'opportunité de choisir leurs dirigeants. Nous avons eu des élections bien réussies l'année passée au Ghana, au Libéria et au Sénégal. Donc c'est important d'ajouter dans cette liste la Côte d'Ivoire et nous sommes sûrs que le pays va atteindre ce niveau. C'est ce qu'il a indiqué à la sortie de l'audience avec le président. Mettre un peu la pression en se référant à quelques exemples réussis, surtout le Libéria. La pression sur nos différents acteurs politiques. Ah oui, et puis quoi qu'on dise, les Nations Unies connaissent parfaitement la Côte d'Ivoire. Ils sont restés en Côte d'Ivoire de 2004 à 2017. Ils ont suivi le processus électoral de bout en bout. L'ONU, c'était plus de 6000 soldats au niveau de la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que c'est vrai que l'ONU a été controversée il y a de cela quelques années. C'est une organisation qui a été critiquée par certaines personnes, même si aujourd'hui ces mêmes personnes-là saluent l'arrivée des Nations Unies. Moi, je salue. Et inversement, d'autres personnes dénigrent et critiquent aujourd'hui l'ONU et la communauté internationale. Vous voyez la politique. Là où on se situe par rapport à ses positions d'aujourd'hui ou sa position d'hier, on essaie plus ou moins d'être soit content que l'ONU soit là. Comme qui dirait, la politique est la saine appréciation des réalités du moment. Ah oui, c'est pourquoi moi je salue la venue des Nations Unies. Il faut aussi que les Nations Unies puissent interpeller. Elle a rencontré les partis politiques de l'opposition. C'est vrai qu'elle a rencontré le chef d'État qui a les leviers en main pour entamer ou pour une ouverture du dialogue politique. Mais c'est le lieu aussi d'interpeller les partis d'opposition, notamment le PDCI, le PPACI ou encore d'autres coalitions, afin que ces différentes coalitions-là soient dans une dynamique de paix et d'ouverture. Parce que ce qui compte, le représentant des Nations Unies l'a dit, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et si le Libéria, qui a connu combien d'années de crise, a pu organiser des élections paisibles, la Côte d'Ivoire a les moyens, pourquoi pas, d'en faire autant. Sur Djabiga, des dossiers épineux sont sur la table de Léandro Simao, notamment les cas Gbagbo, Cham, Soro-Blé Goudé, qui restent des candidats sérieux, des figures fortes, mais qui pourraient être potentiellement écartés, tous pour des mobiles judiciaires. Alors, est-ce qu'à travers cette médiation onusienne, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un déblocage au niveau de ces différentes personnalités? D'abord, il ne faut pas trop compter sur des facteurs étrangers pour vouloir toujours régler les problèmes entre nous. Oui, universel. En le disant, je prends encore deux entités. Il y a la Côte d'Ivoire d'abord qui nous rassemble, nous tous en tant que fils du pays. Et il y a l'ONU qui vient des États-Unis où elle est basée pour venir intervenir. Moi, je vais faire appel à la culture démocratique et patriotique de tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. On n'a pas toujours besoin de ces instances-là pour pouvoir nous amener sur la table des discussions, pour pouvoir privilégier la paix et la cohésion sociale. Maintenant, comme vous le dites, effectivement, l'ONU peut jouer un grand rôle dans la réintégration de ces différents leaders que vous avez cités sur la liste électorale, parce que l'ONU dispose d'une très grande force et d'une très grande marge pour pouvoir contraindre les différents acteurs à accepter les décisions qui vont être prises. Oui, les contraindre, parce que l'ONU n'exerce pas une pression directe sur les acteurs, mais les actions de l'ONU se font de façon crescendo. Et un peu, on sent la pression qui s'accentue. On a vécu cela avec le président Laurent Gbagbo, avec les différentes sanctions qu'il a pu vivre, les embargos, tout ça qui ont resserré l'étau autour de lui et vers la fin, il n'a pas pu tenir. Donc, je ne veux pas qu'on en arrive là. Effectivement, c'est un moment sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que l'ONU dispose de plusieurs manœuvres pour pouvoir amener les uns et les autres à faciliter le processus électoral. Jean-Richard, pour terminer sur cette question, est-ce que vous pensez qu'il peut avoir
des chances de réussir sa mission, le secrétaire général adjoint des Nations Unies? Ah oui, parce que moi je salue déjà cette posture de rencontrer tous les acteurs. Il a rencontré le président de la République, il a rencontré le président de la commission électorale indépendante qui est décrié par plusieurs acteurs politiques, il a rencontré les partis politiques. Je pense que dans un premier temps, l'ONU essaie plus ou moins d'avoir une visibilité ou une lisibilité assez claire de la situation. Beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se racontent, de part et d'autre, on se braque sur des positions. L'ONU vient en Côte d'Ivoire pour cerner de plus près les réalités dans le cheminement politique ou dans le cheminement électoral. Aujourd'hui, je pense que l'ONU a plus ou moins un regard sur tout ce qui se passe. Je pense qu'elle pourra, comme Soro l'a dit, mettre soit la pression à l'opposition, soit mettre la pression au parti au pouvoir pour qu'on aille assez tranquillement à ces élections. Conflit judiciaire d'Amana Picas, Bamba Yacouba, les vieux démons sont-ils de retour dans le débat électoral en Côte d'Ivoire? C'est vrai que l'affaire oppose deux personnes, mais au-delà d'eux, il y a des questions centrales, notamment la fameuse polémique autour du vainqueur du scrutin présidentiel de novembre 2010, donc le second tour de l'élection présidentielle, qui avait vu Alassane Ouattara être proclamé vainqueur par la commission électorale indépendante. Et jusqu'à présent, le doute persiste au niveau des différentes chapelles politiques. Alors là, Bamba Yacouba, qui porte plainte contre Damana Picas, ce dernier menace de sortir les PV qui vont démontrer à toute la nation que son adversaire, celui qui le convoque à la police, est dans le faux. Soro Djabiga, est-ce que ces preuves-là sont des éléments à risque qui peuvent nous ramener dans un conflit antérieur qui a laissé beaucoup de cicatrices au niveau national? Effectivement, chers confrères, les récents échanges musclés entre Damana Picas, vice-président du Parti des peuples africains, et Bamba Yacouba, ex-porte-parole de la CEI, nous rappellent malheureusement des souvenirs très sombres de la période que nous avons vécue pendant la crise post-électorale. Les positions et les prises de parole et les pics que les deux camps se lancent ouvrent malheureusement les plaies qui n'ont pas encore cicatrisé. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Damana Picas menace de ressortir. Il ne menace pas. Il a annoncé qu'il a de fortes chances qu'il ressorte encore les PV d'alors. C'est une menace pour se défendre. Voilà, dire la vérité ou sortir des preuves pour se défendre, ce n'est pas forcément une menace. Et je crains, j'ai vraiment peur que ces preuves qu'il décide de brandir fragilisent encore le tissu social qui l'est déjà. Et on aurait pu éviter cette situation si Bamba Yacouba, par exemple, optait pour un droit de réponse ou il prenait l'exemple du Premier ministre Bégoui Mambé lorsque Laurent Gbagbo a fait une déclaration à Dabo récemment qui le concernait. Je pense qu'on devait prendre en compte la situation que nous traversons en ce moment et éviter cela. Parce que ce que ces deux individus, ce que ces deux personnages sont en train de toucher du doigt, c'est ce qui nous a entraîné dans la crise post-électorale. Vous vous rappelez de cette scène d'Amana Picas en train de déchirer une fiche qui comportait des résultats de certaines zones, notamment de la diaspora. Et revu encore ces moments-là sont traumatisants. Je pense qu'on aurait pu vraiment éviter cela. Bamba Yacouba, qui n'est pas Bégoui Mambé, qui a répondu à Laurent Gbagbo en lui disant ceci: je préfère prier pour lui. Bamba Yacouba, qui n'a pas forcément cette même âme de piété et qui décide donc de porter plainte contre Damana Picas. Jean-Richard Nguessan, ces fameuses preuves que détiendrait le vice-président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, est-ce que cela peut nous conduire à retomber dans le fossé? Ah oui, je pense. Soro a évoqué l'épisode de 2010, surtout du 30 novembre 2010, qui reste encore gravé dans la mémoire collective. Lorsqu'on voit Damana Picas arracher cette feuille à M. Bamba Yacouba, c'est quelque chose qui reste malheureusement comme une tache noire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et cela a été repris par tellement de télévisions à travers le monde. Et revenir des années après avec cette même histoire, je pense qu'on aurait pu s'en passer. Et qu'est-ce qui prouve
que ces preuves qui nous seront dévoilées, qu'est-ce qui montre l'authenticité de ces preuves? On repartira dans un débat à n'en point fini. Et il y a quelques mois des élections présidentielles, je pense qu'on aurait pu passer à autre chose. C'est pourquoi moi, pour ma part, j'ai condamné les propos de Damana Picasse. Je pense qu'il aurait pu répondre avec sagesse. On s'achemine déjà à quelques mois des élections. Quand on accuse des diffamations, j'en viens sur quelqu'un à qui on demande ceci. Pourquoi est-ce que vous avez posé tel acte en telle année? Enfin, je ne suis pas l'avocat de M. Picasse, très loin de là, mais on le lui demande, n'est-ce pas normal qu'il réponde avec des éléments factuels? Samba Yacouba l'accuse de diffamation et vous vous plaignez, pourquoi il se défend? Vous pensez que l'acte que Damana Picasse a posé le 30 novembre 2010 est un acte qu'un responsable de la CEI doit poser devant toutes les caméras du monde? On a vu également sans verser dans la polémique, on a vu un certain Amadou Smaoro, dans le même laps de temps, qui a pratiquement brutalisé les journalistes pour ne pas qu'ils interviewent un membre de la CEI qui était en train de parler de l'opacité du processus électoral. Donc je veux dire que ce n'est pas l'apanage de Picasse, c'est un peu dans les deux camps. L'un mis dans l'autre, on aurait pu se passer de cette situation. Enfin, c'est la télévision, je ne vais pas forcément dire le nom, mais c'est la télévision qui invite Picasse, qui lui pose la question. Ça serait peut-être été aux animateurs de cette émission-là d'éviter la question. Il aurait aussi fallu que Damana Picasse, qui le 12 février dernier était condamné par le tribunal d'Abidjan à 10 ans de prison, il aurait pu trouver les mots justes pour ne pas envenimiser la situation. Pour l'instant, la condamnation n'a pas d'effet pour l'instant parce qu'il a fait appel de la décision. Donc il est libre de ses mouvements. Mais n'empêche qu'il y a des situations, il y a une multiplication de procédures judiciaires contre sa personne, il ne va pas rentrer dans d'autres polémiques. Il aurait pu trouver, pour ma part, des mots assez justes, des mots de sagesse pour ne pas envenimer la situation. Très bien. Malheureusement, c'est vrai qu'on aimerait prolonger ce débat. Je le sens très passionné. Je suppose que aussi ceux qui nous regardent ont envie de réagir, mais malheureusement, vous pouvez le faire, on vous le rappelle, à travers le numéro WhatsApp qui s'affiche sur votre écran. Vous nous envoyez des messages pour nous faire part de vos commentaires sur l'actualité ambiante et également sur les sujets que nous traitons dans le cadre de cette émission qui se déroule au quotidien tous les soirs à partir de 19h45 en direct. Alors là, Guillaume Soro, qui est au Ghana depuis quelques jours, il y est dans le cadre d'une invitation adressée par le chef de l'État ghanéen John Dramani Mahama qui est de retour au pouvoir. Soro Djabiga, c'est un retour qui laisse beaucoup de commentaires. Les Ivoiriens qui avaient quelque peu oublié M. Soro le retrouvent dans une posture plus ou moins assez intéressante pour ses partisans élus en tout cas. Vous, quelle est votre perception en tant qu'observateur de la scène politique ivoirienne de ce retour-là qu'on pourrait assimiler à un retour au gagnant? Pourquoi pas? Vous savez, la visite de Guillaume Soro au Ghana, largement diffusée, largement mise en scène sur les réseaux sociaux, via une vidéo scénarisée, s'inscrit dans une offensive diplomatique sous-régionale calculée. Bien plus qu'une visite, c'est une stratégie que Guillaume Soro a déployée à l'occasion de ce voyage-là, parce qu'il avait des messages à véhiculer à diverses personnes ou à divers destinataires. Et ce protocole d'État pour l'accueillir, reçu par tous les dignitaires ghanéens, c'est assez remarquable. Il est accueilli à l'aéroport à bord d'un avion, il vient à bord d'un jet privé de type Challenger, un jet privé qui se loue à 2 600 000 francs par heure. Et il est escorté via des voitures de luxe au salon présidentiel où il est accueilli en honneur, de façon honorable par le président ghanéen. Il faut rappeler que 6 ans en arrière, le Ghana a refusé ce territoire à Guillaume Kibafoyi Soro. Et Guillaume Soro aujourd'hui a un message à renvoyer à l'opinion nationale et internationale. Et c'est un signal qu'il veut renvoyer. Au pouvoir d'Abidjan d'abord, il veut dire qu'il n'est pas fini. À ses partisans, il veut dire qu'il est toujours debout et que l'exil ne signifie pas inactivité. Vous comprenez? À la communauté internationale, il veut renvoyer l'image d'un leader influent, respecté et qui a toujours des cartes en main, qui a toujours un bon résultat au niveau des chefs d'État dans la sous-région.
Donc Guillaume Soro aujourd'hui à travers ce voyage-là est comme un retour, est comme un repositionnement et je pense que ce voyage est salutaire parce qu'il a permis de le remettre en scène. Jean-Richard, votre lecture de ce déplacement? Moi, j'ai toute une autre lecture de cette situation. On se rappelle qu'il y a de cela un mois, le 5 mars dernier, le président Dramani était en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Et quelques semaines après cette visite, on est plus ou moins surpris de voir que Guillaume Soro est accueilli en pompe du côté du Ghana. Est-ce que c'est dans la continuité de cette visite? Qu'est-ce qu'il s'est dit avec le président Alassane Ouattara? Est-ce qu'on est dans une dynamique de réconciliation entre le père et le fils? Il y a beaucoup d'interrogations suite à cette visite de Guillaume Soro du côté du Ghana. Il a signifié à l'instant qu'il y a de cela quelques années, Guillaume Soro s'est vu refuser le territoire ghanéen par le président Nana Akufo-Addo. Et quelques années plus tard, il revient c'est un triomphe en quelque sorte pour lui. Lorsqu'on déroulé le tapis rouge. Quand on voit les images, on sait que Guillaume Soro est une personnalité qui a traversé bien de situations. On se rappelle qu'en 2020, il a été chassé entre griffes. Traqué. Chassé d'abord par la France de Macron. On l'a vu tourner un peu dans le monde, il ne savait même pas où se poser. Quelques années après, on l'a vu débarquer du côté du Niger, on l'a vu rôder ça et là, mais aujourd'hui, il essaie de se positionner, de redorer son image. C'est quelqu'un qui a occupé, quoi qu'on dise, de hautes responsabilités en Côte d'Ivoire. Il a été, depuis 2004 jusqu'à 2017, il a été successivement ministre. Il a été premier ministre de 2007 jusqu'à 2012, avant d'être président de l'Assemblée nationale de 2012 jusqu'à 2017. Donc c'est quelqu'un qui a un parcours, qui a une connaissance aussi de la diplomatie, qui a rencontré bon nombre de personnes. Donc cela dit, Guillaume Soro, est-ce que c'est un retour tout doucement dans les grâces du pouvoir d'Abidjan? On attend de voir. Alors là, vous le dites, vous attendez de voir ce qui va s'en suivre. Mais dans le même temps, Guillaume Soro, il y a tout un mystère autour des enjeux de ce déplacement-là. Vous l'évoquiez tout à l'heure, la piste d'une réconciliation entre Andriff le père et le fils. Soro Djabiga y voit une manière de se repositionner sur l'échiquier politique. Mais dans le même temps, est-ce qu'on peut assister à des surprises? Et j'ai envie de dire, Guillaume Soro, pour suivre votre logique, Jean-Richard Nguessan, on s'en souvient déjà qu'en mai 2024, il avait tenté par lui-même une réconciliation avec le président Ouattara, ce qui n'avait finalement pas abouti. Il avait échangé au téléphone avec le président. Et même il y a même eu 2 échanges entre les 2 hommes. Alors là, Guillaume Soro qui tente de réapparaître et qui est protégé, quoi qu'on dise, par l'AES. Est-ce qu'il n'y a pas risque de ce que Guillaume Soro, ou bien la possibilité pour lui, peut-être, de se réconcilier avec Ouattara, qui, on le sait, a besoin que son pion, parce qu'après Guillaume Soro reste l'un des éléments clés du système Ouattara, réintègre la machine politique du RHDP. Vous n'en serez pas surpris? Non, moi je ne vois pas cela sous cet angle-là, parce que l'image qui nous a été donnée de voir à l'accueil de Guillaume Soro laisse peu de place aux spéculations ou au hasard. Mais donc, je viens avec le rôle du président ghanéen. Est-ce que John Dramani, à travers un acte peut-être d'hostilité vis-à-vis du président Ouattara, il n'oserait peut-être pas accueillir un opposant qui est décidé à affronter le chef de l'État ivoirien? Je m'apprêtais à y venir. Guillaume Soro, à l'aéroport, a été accueilli par le représentant du chef d'État ghanéen auprès des pays de l'AES. Vous comprenez? Il a été accueilli par le représentant du président ghanéen auprès des pays de l'AES. Et cette posture a déjà traduit une certaine acceptation de la posture de Guillaume Soro en opposition avec le président de la République. Et dans les droits d'usage diplomatique, recevoir un opposant dans son pays qui est condamné et qui est exilé traduit une certaine rupture ou une offense diplomatique vis-à-vis du pays auquel appartient ce dernier. Donc, dit que le Ghana s'inscrit dans une posture de médiation entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, je ne vois pas encore cela sous cet angle-là. Mais je pense plutôt que le Ghana veut se repositionner comme un acteur dans l'équilibre diplomatique et politique de la sous-région, avec les enjeux que pourrait présenter l'AES dans le contexte actuel que la Côte d'Ivoire entretient avec ces pays-là. Il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire... Quel objectif
John Dramani rencontrerait-il ou accepterait-il d'accueillir dans ces conditions que l'on a vu là Guillaume Soro? D'abord, il faut reconnaître que Guillaume Soro était un acteur central dans le paysage politique de la sous-région. De deux, encore, il faut considérer les enjeux commerciaux que présentent, qu'offrent ces différents pays de la sous-région qui n'ont pas d'ouverture sur l'océan. C'était la Côte d'Ivoire. On parle de Guillaume Soro Oui, par rapport à la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro aujourd'hui est un agent, en griffe, est accepté par l'AES, il collabore avec eux, ils ont de très bons rapports. On ne sait pas la nature de leur collaboration aujourd'hui, mais être ami à Guillaume Soro, c'est être ami aussi à l'AES. Donc si John Dramani aujourd'hui se positionne comme quelqu'un qui est ami à Guillaume Soro, il peut s'inscrire dans les bonnes grâces de ces pays et bénéficier des rapports commerciaux que ces différents pays offrent. Comment est-ce que vous réagissez au propos de Soro Djabiga? Vous savez, en politique, tout reste possible. Moi, j'inscris cette visite-là dans la dynamique de la visite du président Dramani en Côte d'Ivoire il y a cela quelques semaines. Vous savez, Guillaume Soro a été condamné par contumace par la justice ivoirienne en 2021. Au-delà de ce fait, Guillaume Soro lui-même l'a dit le 4 avril 2024 qu'il a eu plusieurs échanges téléphoniques avec le président Alassane Ouattara. Et dans cette même dynamique, on le retrouve au Ghana. Le Ghana, quoi qu'on dise, est un pays ami de la Côte d'Ivoire. Le président Dramani reste un ami de la Côte d'Ivoire. Et je ne pense pas que le président Dramani se mettra dans une posture de fâcher le pouvoir d'Abidjan. Oui, surtout que les liens entre Accra et Abidjan se sont consolidés ces dernières années. Donc je me dis qu'il est soit dans une posture de réconciliation, d'interpeller ou d'inviter Guillaume Soro à mettre plus ou moins un peu d'eau dans son Yamankoudji vis-à-vis du pouvoir d'Abidjan. Pour mettre un peu d'eau dans son Yamankoudji. Vous savez, vous savez, en politique, tout reste possible. Tout reste possible. Et il y a quelques mois des élections où on appelle à des alliances politiques, où le RHDP recrute ça et là dans l'opposition. Est-ce que la prochaine recrue du RHDP sera Guillaume Soro? Grosse interrogation. Nous avons su à ce sujet la contribution d'un confrère, Pierre Kwame, qui nous partage son analyse de ce déplacement et des enjeux qui pourraient en découler. Je pense que c'est certainement le résultat de la visite de John Dramani dans les pays de l'AES, je crois au Burkina et puis au Niger et au Mali, bien après d'être passé en Côte d'Ivoire. Donc sûrement qu'il y a eu des tractations lors de son séjour dans ces pays de l'AES là, pour voir comment est-ce que le président ghanéen peut servir peut-être d'émissaire entre le pouvoir d'Abidjan et puis Guillaume Soro. C'est sûr qu'il y a beaucoup de sujets qui seront sur la table. Certainement, je penche pour la médiation du président ghanéen. Et puis, certainement, il aura forcément des conditions de son retour. On sait dans quelles conditions est-il est parti, donc absolument, avant son retour, c'est sûr que les autorités de la Côte d'Ivoire aussi vont poser des conditions, à Soro pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il pourra rentrer. Maintenant, il lui reviendra d'accepter les conditions ou pas. S'il accepte, c'est sûr que les tractations vont toujours se poursuivre pour son retour, mais s'il n'accepte pas, c'est sûr qu'il va toujours rester dehors. Mais bon, je pense que tout le monde est un peu fatigué de ça, que ce soit lui, que ce soit celui-ci, tout le monde aspire à la paix, à la tranquillité. Donc. Pierre Kwame qui estime qu'il pourrait avoir des concessions qui seraient faites par Guillaume Soro, donc il rejoint quelque part Jean-Richard Nguessan. Vous, Soro Djabiga, vous ne partagez pas cet avis, c'est ce qu'on constate, vous ne vous inscrivez pas dans cette même logique. Pourtant, il serait quand même difficile d'imaginer John Dramani, qui, il y a cela quelques semaines, était à Abidjan, se mettre en confrontation ouverte avec le président Ouattara, quand on sait les enjeux économiques qui sont très forts entre les deux pays, d'autant plus que la Côte d'Ivoire est actuellement le leader sur le plan sous-régional, juste après le Nigeria.
Vous savez, une chose est claire, c'est que l'exil n'est pas aisé et n'est pas facile. Quels que soient les moyens dont on dispose, l'exil n'est pas aisé. Donc, Guillaume Soro, aujourd'hui, qui a fait le tour du monde à la recherche d'une sécurité, qui s'est retrouvé aujourd'hui dans les pays de l'AES et qui a eu la chance d'aller visiter le Ghana tout récemment, cherche à rentrer dans son pays. Mais effectivement, le confrère Pierre Kwame a évoqué des conditions. Vous avez parlé de concessions. C'est la même chose que vous dites. C'est la même chose que nous tous partageons sur ce plateau. Guillaume Soro veut revenir encore. Vous n'étiez pas d'accord? Non, je ne suis pas contre. Non, là, on est en train de parler de... Nous sommes en train de parler de son retour en Côte d'Ivoire. On ne parle pas du paysage politique et du contexte avec la sous-région. Il est clair que Guillaume Soro veut revenir, ses partisans l'attendent pour qu'il vienne reprendre sa place. À quel prix, justement? Tout le monde est en train d'imaginer, certaines personnes imaginent que Guillaume Soro aujourd'hui va revenir pour reprendre encore sa place au RHDP en tant que figure centrale, acteur majeur, tout ça. Après tout ce qui s'est passé en politique, il faut toujours laisser des ouvertures. J'ai envie de dire quelque chose qui n'est pas très intelligent, mais bon, une hypothèse toute bête. Guillaume Soro, de retour en Côte d'Ivoire pour préparer la succession d'Alassane Ouattara. Dans la perspective de 2030, tu reviens, tu m'accompagnes pour le prochain quinquennat. On consolide l'électorat que nous avons bâti ensemble depuis plus de 20 ans maintenant. Et en 2030, je te positionne. Les deux hommes sont allés trop loin dans leur confrontation. Je ne pense pas que cette éventualité soit possible. Bien au contraire, Guillaume Soro a besoin de revenir dans son pays pour reprendre sa place dans le paysage politique et continuer de mener son combat en fonction de sa ligne et de son idéologie politique. Guillaume Soro au RHDP, c'est comme un cheveu dans la soupe. Ils n'ont pas la même ligne idéologique. Guillaume Soro est marxiste, il est un peu socialiste sur les bords. Le RHDP était parti libéral, voire ultra-libéral. Donc ça n'a jamais marché entre eux. Ils ont été liés par moments par des négociations en vue de l'intégration du président Alassane Ouattara dans la course présidentielle. Mais après, lorsque la rébellion a pris fin, on se rappelle qu'il y a eu les assises de la rébellion à Boaké, où ils ont décidé à l'unanimité de ne pas intégrer le pouvoir RHDP. Par moment, dans les débuts, ça marchait, mais vers la fin, nous avons senti... Pas le pouvoir RHDP, mais le RDR. Le RDR. Dans les débuts, ça marchait, mais après, nous avons senti une migration des différents acteurs de la rébellion vers le RHDP. Donc, ça ne peut pas marcher. C'est mon avis, ça ne pourra pas fonctionner. Très bien. J'avoue schématiser tout à l'heure les relations entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara comme des rapports entre père et fils. Est-ce qu'on peut imaginer de façon objective que dans les conditions actuelles, en plus que nous sommes en période de forts enjeux électoraux, que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire sans accepter les conditions de son père, d'autant plus qu'il faut le rappeler, l'an dernier, Alassane Ouattara a fait quand même des concessions en accordant la grâce à certains cadres de GPS, le mouvement pro Soro, notamment la ministre Afoussiata Bamba et encore d'autres personnalités proches de l'ex-chef du Parlement ivoirien, à qui il a désormais ouvert le chemin du retour. Certains cadres de son parti ont également été libérés. L'épée de Damoclès judiciaire demeure sur Guillaume Soro, mais peut-être que dans les prochaines semaines ou mois qui arrivent, tout ceci pourrait être un vieux cauchemar. Ah oui, pourquoi pas? En politique, tout reste possible. Vous savez, depuis que le tabouret lui a été arraché le 8 février 2019... Non, il a cédé le tabouret, il ne lui a pas arraché. Bon, un peu par contre aussi. Mais il a démissionné. Depuis qu'il est parti en 2019, Guillaume Soro a eu du mal à se poser. Il est arrivé en France... Après, on sait qu'à l'issue des élections de 2020, la France estime que Guillaume Soro a appelé à l'insurrection en Côte d'Ivoire. Il était considéré comme gênant, il a été chassé de la France, il s'est retrouvé en Turquie, il estime qu'il a eu des tentatives d'enlèvement en Turquie. Après, on l'a vu vagabonder un peu dans le monde, se poser. Allez-y, allez-y. Il se posait du côté du Niger. C'est quelqu'un qui, je pense, veut retrouver son pays et rentrer quand même dans de bonnes grâces. Parce que l'exil, vous l'avez dit, Soro, l'exil n'est pas quelque chose d'assez aisé. Et lorsqu'on a goûté au pouvoir, surtout au sommet de l'État pendant de nombreuses années, de 2004 jusqu'en 2019, être au cœur du pouvoir et sortir du pouvoir, c'est quelque chose d'assez difficile, je pense. Et il a été condamné par contumace, on l'a accusé de détournement, de blanchiment d'argent, tentative de déstabilisation. Ses proches ont été emprisonnés, pourchassés. Donc j'estime qu'à un certain moment, Guillaume Soro, je pense qu'il gagnerait aussi à son niveau à
revoir sa position. Et puis aujourd'hui, le pouvoir d'Abidjan est un pouvoir assez fort. Et pourquoi pas signer son retour? Et puis, qui sait, peut-être que dans les années à venir, il saura reprendre sa place au cœur du RHDP. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des dauphins qui se sont affichés, affirmés du côté de ce parti-là. Donc, c'est à lui aussi de signer ce retour-là et de voir comment il peut marcher avec le pouvoir en place. Chacun un mot de fait en 1 minute avant qu'on ne conclue cette émission. Soro, moi, je suis plutôt gêné par cette idée-là de devoir faire des concessions, de devoir tout le temps se rabaisser auprès du pouvoir en place afin d'avoir l'autorisation de retourner en Côte d'Ivoire. Je pense que tout Ivoirien a le droit de vivre dans son pays paisiblement. On n'a pas besoin d'exercer des pressions politiques et judiciaires sur des acteurs politiques pour les contraindre à l'extérieur ou pour les museler pendant qu'ils sont sur le territoire national. C'est un peu gênant. Pour des élections inclusives, apaisées et transparentes, on a besoin que tous les acteurs soient là. On a besoin que tous les acteurs aient confiance à la CEI et la Côte d'Ivoire va continuer de vivre. On va avoir enfin une véritable alternance politique et démocratique qu'on n'a jamais eu dans notre pays. C'est mon mot de fait. Vous savez, Guillaume Soro, il est âgé de 52 ans, bientôt il aura 53 ans le 8 mai prochain. Et c'est quelqu'un qui est un passionné du pouvoir, qui aime au cœur du pouvoir. Et je pense que cette situation est en quelque sorte comme du pain béni pour lui. Est-ce qu'il va cracher sur cette offre? Je ne crois pas. Je me dis que s'il a été reçu... Je me dis que s'il a été reçu au Ghana en grande pompe, c'est un peu avec l'accord du pouvoir d'Abidjan. Non, mais n'allez pas jusque-là. Je vais ajouter quelque chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Rappelez-vous qu'en 2019, c'est le président actuel qui était alors opposant qui a demandé au président d'alors d'accepter que Guillaume Soro atterrisse sur le territoire ghanéen et ce dernier a refusé. Donc, au-delà des formes diplomatiques que vous voyez, le président John Dramani est un ami de Guillaume Kibafoyi Soro. Après tout cela, il faut le resituer dans un contexte de relations inter-État parce que c'est vraiment là, ça transcende les vertus de l'amitié. L'Intelligent Club s'est terminé pour ce vendredi. On se retrouve donc mardi, justement, pour se donner quelques temps pour souffler à l'occasion de la fête de Pâques. On vous souhaite d'ailleurs une très bonne fête de Pâques 2025. Et puis bon, on se dit au revoir en espérant revenir pour d'autres sujets croustillants de l'actualité nationale et aussi internationale. Au revoir.